Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Avant de démarrer, il fallait que je te parle de Tazar Électrique, partenaire de 6 heures du bat. Tazar Électrique, c'est la solution complète pour les entreprises d'électricité qui veulent passer au BIM. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler en BIM dès demain sans perturber votre production. Bibliothèque BIM prête à l'emploi, support one-to-one, plan de formation. Tazar Électrique vous accompagne de A à Z et vous met sur les rails du BIM en douceur. Alors merci à Balthazar pour son soutien à 6 heures du bat. Et quant à nous, passons à l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Ce matin, on reçoit Paul Péritier de Haddock. Salut Paul. Salut Nicolas. Comment vas-tu Paul? Écoute, très bien. Écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'innovation dans le BTP. On va parler de Haddock. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, ton lien avec le BTP, et puis après, on va enchaîner directement sur Haddock. Yes, avec plaisir. Donc moi, Paul Péretier, je suis, CEO et cofondateur d'Adoc depuis 2016. Avant ça, moi, j'ai fait des études d'économie et de design, donc un truc un peu éclectique. J'ai lancé une première re start-up pendant mes études. On n'avait pas du tout les clés et les enfin, on savait pas comment faire, une start-up et une boîte en gros, donc assez vite, on s'est rendu compte de tout ce qu'on devait encore apprendre. Ensuite, j'ai bossé, un peu dans la data et dans la visualisation de données en particulier et puis, en 2016, j'ai cofondé Haddock. Mon lien avec le BTP, je vais dire, il est extrêmement empirique et pragmatique. Il est que, en fait, avec Haddock, au début, on s'adressait à la collaboration en général, aux tertiaires, et autres et Ok, on a, compris que notre produit pouvait avoir une vraie utilité dans, le monde du BTP sur le terrain. Parce que c'est là où vraiment on faisait, une différence. Si tu veux, dans un bureau, finalement, ce qu'on fait est assez gadget, alors que sur le terrain, ça a du sens et donc bah, c'est comme ça qu'on est arrivé au BTP. On a rencontré des gens, formidables qui avaient une super vision et c'est là où on a appris aussi tous les enjeux de ce secteur. ok. Parce que ouais, donc toi, t'avais une formation plutôt d'ingénieur, c'est ça, pour commencer? Non, non, alors plutôt économie et design sur l'usage, les interactions, les interfaces. Ok. Et donc là, Haddock, concrètement, c'est né comment? C'était quoi le principe de base? Du coup, tu dis que c'était pas du tout adapté au BTP, c'est ça qui t'a fait après, ramener, votre business sur ce secteur? C'était quoi la genèse du projet? Qu'est-ce que vous vouliez soulever un peu comme, utilisation? Et comment vous avez fini au final, par, l'utiliser sur le BTP? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Donc Haddock, Très, très long, hein, en plus. nous, on développe des projections tactiles. Donc on a créé une, technologie propriétaire qui permet de transformer n'importe quelle surface en écran tactile, que ce soit une table, un mur, une plaque de BA13 et l'idée initiale, c'était de remplacer les écrans et les projecteurs de salle de réunion par un outil tout en un qui facilite la collaboration, que ce soit sur la OK, table ou au mur. Heu, En fait, c'est un marché qui est très, concurrentiel, qui est presque saturé. Il y a énormément d'outils de salles de réunion avec des marges ouais, pas incroyables puisque tout le monde se fait un peu la guerre du prix. Les écrans tactiles ont aussi énormément progressé depuis 2016, les grandes dalles tactiles que l'on voit de plus en plus dans les bureaux. Par contre, on s'est rendu compte que cette technologie avait vraiment de l'intérêt pour amener du numérique dans les mains de gens qui bossent sur le terrain, que ce soit dans une usine, sur un chantier, vraiment, des gens qui ne sont pas derrière un bureau, pas derrière un écran au quotidien et pourtant, ces gens-là, ils ont aussi besoin d'outils numériques. Ils ont aussi besoin des logiciels de l'entreprise, que ce soit pour la planification, pour la remontée d'informations ou même pour la revue de plan. Et comment on est arrivé au BTP? Et bah, tout simplement en montrant le plus possible, notre produit et notre innovation. Alors au début, c'était des 1ers protos, tout dégueux, hein, franchement, je le dis, honnêtement. ouais, C'était de l'impression 3D, le clic marchait pas très bien et cetera, OK. mais ça donnait l'idée. Et là, en le montrant au maximum, parce que ça, c'est quelque chose qu'on défend, c'est il faut montrer les innovations. Ça sert à rien de les garder, secrets pour soi.
Ouais. Au contraire, c'est là où les utilisateurs nous disent: «Attendez, nous on a besoin de ça et pas de ça». Je te donne un exemple très simple. On avait commencé sur Android. Les professionnels nous ont dit: «Non, nous, on a besoin de Windows pour avoir accès à nos logiciels pro», et donc on s'est adapté et donc on a répondu aux besoins, et c'est là où on a eu notre traction sur le BTP et sur l'industrie. Ouais, parce que si je rebondis là-dessus, si tu l'avais pas montré au final, bah, en fait, tu aurais peut-être, poussé, l'innovation sur du Android et tu aurais touché que, peut-être 1 des gens que tu as touchés là aujourd'hui, quoi. Exactement, et on se serait fait plaisir avec un produit, qui, nous correspond, mais qui correspond pas à nos clients. Et donc du coup, concrètement, ça se positionne comment? Quand tu dis, pour le BTP, vous l'avez montré, c'était plutôt sur des réunions de chantier? À quelle occasion vous l'avez présenté dans les prémices un peu de ce pivot? Un des 1 cas d'usage quand même, dans ce monde-là, et même, en général, c'était la revue de plan. La capacité à afficher un plan, que ce soit PDF, ou une 3D, et aller l'annoter, d'être plusieurs autour, du plan, et ça, c'est aussi quelque chose que l'on défend beaucoup. C'est qu'avec une projection tactile sur une table, tu retrouves un confort d'usage et une disposition qui est celle du plan papier. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les différents intervenants autour de l'information et non pas juste en train de regarder une projection, tout le monde passif dans sa chaise, voire plutôt en train de traiter ses mails que de participer à la réunion. Ah oui, c'est clair, ouais. Ouais, je vois bien, j'ai bien l'image en tête de tu vois, tu tires ton plan sur une table et puis tu as tout le monde autour et puis ça commence à échanger et puis c'est là que que le mot réunion de chantier a vraiment son importance, tu vois? C'est une vraie réunion, il y a de la collaboration, il y a de l'échange autour de qui fait quoi, quand, comment, avec, sur le plan, à quelle échéance, enfin tout ça et du coup ça, c'était les 1ers retours, c'était quoi qu'est-ce qu'ils ont dit les gens les premières fois où ils sont dû, oublier dans leur voiture, leur grand plan papier et le poser directement sur la table via le hub? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont très différents. Certains sont plutôt technophiles, d'autres pas du tout, et même plutôt Mmh. réfractaires à ça. Ouais, Et en clairement. fait, ce qui fait le déclic, c'est quand les utilisateurs comprennent que ça va leur faire gagner énormément de temps sur le fait d'avoir le bon plan à jour et la capacité à remonter de l'information. C'est-à-dire que quand tu fais une annotation sur un plan papier, bah, elle reste là. Sauf si tu fais un rapport, sauf si tu envoies soit un scan du plan papier, soit le plan papier lui-même, elle reste sur ce plan papier. Quand tu le fais sur un plan numérique, tout le monde y a accès, y compris le bureau d'études, y compris le donneur d'ordre, et cetera. Et donc, Ouais, bien ce sûr. partage d'informations, ça leur fait gagner du temps. Le jour où ils comprennent ça, c'est bon, l'adoption, elle est faite. Surtout que c'est un produit qui est très simple à utiliser. Et donc, nous, vraiment, le truc qui a fait la différence, c'est cette, notion pour, les utilisateurs qu'on on change pas leur façon de travailler, on change pas leurs habitudes. Ils vont retrouver la même disposition, le même Ouais. principe, sauf qu'au lieu de galérer dans l'armoire à plans à trouver la bonne version à jour, et Mmh, mmh, cetera, mmh, mmh, mmh. ils cliquent, ils ont la bonne version, c'est bon, c'est parti. Ouais. Ouais, du coup, tu es venu substituer, un support. Et en plus de ça, tu viens, clairement, comme tu dis, faire gagner du temps parce que mettre des annotations sur un plan, ça veut dire qu'après quand tu rentres au bureau ou que tu rentres, chez toi parce qu'en général, tu rentres pas forcément au bureau après une grosse journée de chantier et bah, tu dois ressaisir les informations que tu avais mis, au cours de la réunion sur le plan pour les transmettre par mail. Alors que là, au final, là, ton plan, il évolue en permanence et à la fois, avec les acteurs comme, toi directement, sur ton chantier, tu peux le faire et puis après le transmettre directement, c'est ça? Exactement, d'autant que tous les logiciels sont là. Alors évidemment, on parle beaucoup de BIM et tout, mais c'est même pas qu'une démarche BIM, c'est Mmh mh. simplement la capacité d'accéder à la bonne information au bon endroit. Et ça, les boîtes ont dépensé énormément d'argent dans des super logiciels, mais à la fin, si tu as pas la bonne interface sur le terrain pour pouvoir y accéder, ça sert à rien. Ouais, si t'arrives pas, c'est clair, si t'arrives pas à convaincre, t'as beau avoir le meilleur logiciel, si t'arrives pas à convaincre la personne sur le terrain qui doit l'utiliser, du coup que ça va changer du coup son utilisation, ça va pas changer son utilisation, mais ça va changer la charge de travail qu'il va avoir sur sa journée, parce qu'au final, tu interviens un peu comme facilitateur sur, le métier, qui est déjà assez dur. Clairement, le chantier, c'est quand même un métier qui est complexe, compliqué et qui est très challengeant, qui demande énormément de choses. Tu un exemple un peu tu parlais de BIM ou de d'autres logiciels, mais c'est quoi en fait les usages, c'est quoi les expériences
en particulier qui t'ont marqué sur le terrain d'utilisation? Quel type de logiciel ou quelle chose tu as pu voir toi aussi sur le chantier? Ouais, alors on a beaucoup parlé de la revue de plan. Moi, il y a un usage que j'aime beaucoup chez un de nos clients, qui est le briefing sécurité. En Ouais, gros, ils avaient une problématique, c'est que, tous les briefings sécurité étaient faits, sur des tableaux Velleda et en gros, tu avais, un briefing sécurité par chef d'équipe par jour, différent. Et ouais, donc, compliqué d'uniformiser, compliqué de remonter de l'information, compliqué d'avoir un vrai suivi qualité et sécurité et de l'environnement de travail et cetera. Et ce qu'ils se sont dit, c'est: «On va juste utiliser un whiteboard en ligne», très simple, hein, en ouais, l'occurrence, Microsoft Whiteboard. Le template, il est préinstallé. Chaque jour, tu crées une nouvelle version et ils animent le meeting comme ça. Donc non seulement ils peuvent, avoir une traçabilité de ce qui a été fait comme, briefing, sécurité, mais en plus, ils gagnent du temps sur la préparation parce que en fait, il a juste à se connecter, en 3 clics, c'est lancé. Limite, il a le plan, d'installation du chantier, donc il peut expliquer le passage des engins, le poste, de ouais. ferraillage, machin, où les trucs vont être disposés et le chef d'équipe, il gagne du temps et ensuite, c'est bon, c'est fait, c'est sauvegardé. Il a pas de rapport ou quoi que ce soit à faire et ça, j'ai beaucoup aimé parce que finalement, la problématique, c'était, heu, on sait qu'on fait les choses, mais on sait pas les tracer et c'est assez fastidieux. Comment Mmh. est-ce qu'on fait en sorte d'utiliser la puissance du numérique pour faciliter la vie de tout le monde? Et vraiment ça, j'aime beaucoup cet usage-là. Ouais, ouais, bah, comme tu dis, c'est en fait, c'est pas passé, par un gadget, c'est vraiment passé par quelque chose qui va changer en fait enfin qui va venir aider concrètement et pas juste de manière, un peu plus, tu vois, là, on pourrait se dire: «Bah, en fait, ça supprime juste le plan, en papier». En fait, non, parce que tu vas au-delà de l'aspect plan, tu vas sur l'aspect, bah, collaboratif avec, le partage des infos. Tu vas sur l'aspect aussi du coup, bah, regarde, ça a un usage qui aurait même pu être, bah, complètement inconnu. Personne n'aurait pu se dire: «Bah, tiens, je vais utiliser un plan tactile pour faire mon briefing sécurité», tu vois? Et au final, bah, ça te permet de faire des choses qui te prenaient pas mal de temps, notamment sur la mise en place et sur, bah, la diffusion, mais directement et repasser, bah, en quelques clics, comme tu dis, après à ton chantier et repasser dans le dur, à ce qui t'occupe vraiment sur la journée, quoi. Et là, actuellement, chez Haddock, vous êtes combien? Vous avez quel type d'acteur, du BTP, chez vous en client ou même en utilisateur, hein? Parce que des fois on Ouais, bien on sûr. fait utiliser le produit pour, aussi le faire évoluer, hein, comme tu as pu dire. Yes. Alors nous, on est, une douzaine, on fait, environ 45 de notre chiffre d'affaires dans le BTP. Le reste, ça va être de l'industrie et d'autres choses et on bosse avec, beaucoup de grandes boîtes, du BTP connues, hein, comme les Vinci, Bouygues et cetera et également, des boîtes, plus régionales, SNEF, GA Smart Building, de Mathieu Barre, ou d'autres. Ouais, Vraiment, on a tout type d'acteurs, à la fois des petites équipes qui vont s'en servir simplement pour de la revue de plan et la numérisation de leurs process et des plus grandes boîtes qui, là, ont des vrais enjeux de transformation, et de passage à l'échelle de l'utilisation de certains logiciels. ouais, ouais et du coup, c'est compatible du coup avec, énormément de logiciels, du coup de plans, de matérialisation aussi sur chantier? Tu as des interfaçages avec, certains logiciels vu que c'est votre techno ou c'est des choses que vous préinstallez du coup, vous configurez avec le client aussi? C'est une excellente question. En fait, c'est un PC Windows 10 autonome qui est embarqué dans le projecteur tactile. Donc en fait, il faut le voir exactement comme une tablette. Sauf qu'au lieu d'avoir un écran classique, tu as une projection tactile. Donc tu peux installer vraiment n'importe quel logiciel et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on l'a montré à des utilisateurs très tôt. C'est que c'est le besoin qui nous ont remonté, c'était de dire, moi, si je dois utiliser un logiciel spécifique, ça va me bloquer. Il faut que je puisse Mmh. mettre ma suite logicielle, mes outils, que ce soit intégré à mon réseau d'entreprise et que je me pose pas de questions. Et donc ça, vraiment, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc tous les logiciels, sont compatibles. On n'a aucune adaptation spécifique à faire OK. et les formats de fichiers ou autres, c'est vraiment les utilisateurs qui vont prendre ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser et c'est ce que je te disais en amont, tous les logiciels sont déjà là. Les boîtes, elles ont déjà fait ces investissements. Par Exactement. contre, ce qui manque, c'est le point de contact, le point d'interface sur le chantier. Pour plein de raisons, hein. Parce que, bah, c'est compliqué, parce qu'il y a une résistance au changement, parce qu'il y a une question de durabilité des outils que tu mets dans la main, des gens sur le terrain.
Évidemment, hein, on sait tous, un chantier, c'est un environnement qui est rugueux, qui est difficile, il peut y avoir des chocs, il y a de la poussière. Donc il y a Ouais, c'est vraiment clair. cette question-là, et qu'on s'est posée et qu'on continue à se poser pour, répondre au mieux aux attentes des utilisateurs terrain. Ouais, tu vois, c'est une enfin, c'est un point hyper intéressant que tu abordes, parce que du coup, ça fait un peu la transition avec ce que j'allais te poser comme question. Sur le terrain, comme tu dis, bah, sur chantier, bon, des fois, on n'a pas forcément l'environnement comme dans un bureau. Comment vous faites aussi pour que, bah, cette innovation, parce qu'on est quand même sur un hub, tactile, comment tu fais pour qu'il soit, bah, adapté au chantier et surtout à tout ce qui peut être risque de le casser, hein. Enfin, tu as déjà été sur chantier, tu imagines même rien que tu fais tomber ton téléphone, vu ce qu'il peut y avoir au sol, sur un chantier, tu pas sûr de retrouver l'écran de ton téléphone en un morceau, quoi, donc Clair. Alors, là-dessus, il y a plusieurs choses. Déjà, le produit est conçu pour être a assez robuste. Ensuite, on fait des accessoires pour, venir, augmenter sa renforcé, ouais. ouais, renforcer exactement, pour le durcir, on dit. Et en plus de ça, on a quand même une chance, si je puis dire, et c'est ça, en fait, qui a fait l'intérêt de notre techno pour, le terrain. C'est que comme tu interagis sur une surface qui est neutre, en fait, c'est pas tu interagis pas sur un écran physique, Ouais, tu interagis sur une projection qui est rendue tactile. Donc en fait, sur cette projection-là, bah, tu peux taper dessus comme un sourd, tu peux, pointer des trucs au tournevis, tu peux l'utiliser avec des gants, ouais, tu peux faire tomber un marteau, ou n'importe quoi sur la table. Tu vas abîmer la table, mais tu vas pas casser le device, et ça change, ouais, en fait, tout dans l'utilisation. C'est-à-dire que on a en gros un boîtier à protéger qui fait, 30 centimètres de haut, 2,5 kg, et après toute la surface d'interaction qui, elle, fait 1 mètre de diagonale, c'est incassable. Et donc tu vois bien là la différence, c'est que dans un écran, tactile de même taille, tu dois protéger tout l'écran, c'est une ouais, vitre, c'est fragile, ça peut casser, et tu peux perdre, des fonctionnalités et cetera avec des chocs. Alors que nous, bah, encore une fois, hein, tu peux taper sur la plaque de BA13, elle va s'abîmer, mais tu passes sur celle d'à côté et c'est bon. ouais, et puis même, tu vois, tu parlais de la poussière, tout ça, bah, imagine, enfin, sur un écran tactile, rien que tu mets une goutte d'eau ou un truc comme ça perturbe, complètement rien que la compréhension de ton écran. Alors que là, tu peux être à côté, tu ta projection, tu peux renverser ce que tu veux dessus, même, tu ton pot de peinture à côté, il tombe parce que t'avais mis une planche de tréteau et ta projection au sol, bah, au final, bah, il y aura juste, bon, ça va faire tout noir sur ton écran, mais tu auras pas abîmé le produit, c'est ça? Si je comprends bien? Exactement, et puis, tu vois, au final, on a aussi plein d'utilisateurs qui l'ont fait tomber. Nous, ça nous est arrivé. Alors, évidemment, je le recommande pas, c'est pas fait pour, mais à la fin, c'est un produit qui est quand même pensé pour vivre, et Ouais. il continue à fonctionner très bien. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Et ensuite, un point, alors là, je fais une petite digression, mais plus sur la philosophie de l'électronique aujourd'hui, c'est que nous, on l'a pensé pour que chaque brique à l'intérieur puisse être remplacée de manière indépendante. Donc tu vas casser un OK. truc, bah, c'est pas grave, on la remplace. Alors, on le fait nous-mêmes, enfin dans notre usine, qui est en Normandie. En plus, c'est un produit qui est fabriqué en France, mais Ouais. en gros, on vient juste remplacer la pièce défectueuse. Donc tu augmentes aussi la durée de vie des produits comme ça. Ça, c'était hyper important pour nous, et c'est ça aussi qui nous permet, bah, d'être mais vraiment dans des environnements, enfin, on est sur des chantiers, on est dans des chaudronneries, on est dans des labos, pharmaceutiques, donc des environnements hyper différents avec des Ouais. contraintes très différentes. Mais à la fin, c'est toujours des gens qui, ont besoin du numérique et qui sont pas derrière un écran tout au long de leur journée. Ouais, et puis, comme tu dis, bah, il y a un point qui est, hyper important, c'est que faut faire quelque chose de durable, parce que du coup, en fait, il y a énormément d'innovations aussi, actuellement, de process qui sont digitalisés, de méthodes qui sont digitalisées, mais par des choses qui sont, souvent, faits par de la techno, bah, en SaaS ou, sur de la techno pas forcément physique comme vous avez fait. Vous, c'est 100 physique, c'est des choses que vous pouvez justement modifier rapidement, et s'il y a quelque chose à changer, ça se fait dans le dur. C'est peut-être quelque chose qui a été un challenge aussi pour vous, puisque c'est pas forcément les mêmes investissements aussi. Là, je sais plus si on a évoqué, c'est né en quelle année Adoc? Ouais, exactement, tu fais bien d'en parler. Donc Haddock est né en 2016. On a fait OK. 3 ans et demi de R&D avant d'arriver à un produit industrialisé. On a fait le Ouais. choix de l'industrialiser en France. Donc nos hubs sont fabriqués en Normandie dans une usine, du groupe, Toshiba. Notre OK. carte mère, est faite, en France chez un autre partenaire et cetera. Tout ce qu'on a réussi à faire en France, on le fait là.
Et effectivement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup aussi, d'étapes que tu n'as pas forcément dans le software, comme la Mmh certification. mh. Tu vois, tu dois Ouais. passer des tests pour vérifier que, bah, ton produit, il répond aux normes de sécurité des produits électroniques européens et cetera. Mmh mh. Puis aussi, tu as plein de questions d'approvisionnement, de qualité, de la production, de qualité des pièces que tu reçois des fournisseurs que tu as pas forcément dans le software. Tu as d'autres problématiques, hein, je dis pas que tout est facile dans le software, mais clairement, on le dit, c'est un peu plus compliqué de faire du hardware, enfin, c'est même, assez connu comme adage. Maintenant, Ouais. c'est hyper satisfaisant parce que clairement, nous, on adore voir nos produits utilisés au quotidien par des gens qui sont sur le terrain et c'est hyper gratifiant de voir ça. Ouais, donc en fait, comme tu dis, vous avez, déjà vous êtes arrivé, vous avez eu pas mal, de temps aussi pour vous adapter, pour trouver un peu les cas d'usage les plus concrets, les plus, opportuns aussi pour l'utilisateur, et ça vous a mais c'est aussi cette souplesse que vous avez eue sur le produit, parce que du coup, tu déjà une base, et ça te permet aussi, comme tu dis, d'ajouter brique par brique, et au final d'arriver à un produit qui en 2023 est disposé dans 45 de votre chiffre d'affaires, c'est sur le BTP, le reste sur de l'industrie, sur de la pharmaceutique et tout. Ça vous a permis aussi d'aller voir, différents, différents secteurs compliqués en plus, qui sont pas forcément, possibles d'aller voir sur du software, aussi. Pour toi, c'est quoi les prochains enjeux du hub? Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place, dans la techno pour, pour ajouter des nouvelles choses, ajouter des nouvelles briques sur l'utilisation? Ouais, alors nous, on travaille beaucoup sur, la flexibilité de l'usage. Donc là, on est en train d'étudier, le futur de la technologie, pour, gérer notamment des surfaces complexes puisque aujourd'hui, notre, produit, est fait pour, des surfaces planes. Donc, une OK, table, ouais, une plaque de plâtre, comme je disais, un mur, mais il y a quand même ce besoin de planéité. On travaille OK, à rendre ça encore plus flexible, parce que, bah, on sait que c'est pas toujours facile d'avoir une surface ouais, dégagée et donc de faire ça. Donc ça, c'est un peu notre grand enjeu techno. Après, on OK, on est beaucoup sur des questions d'usage finalement et d'aller, toujours au plus près des besoins du terrain et c'est là-dessus qu'on travaille, sur, comment on fait en sorte que et là, on travaille aussi avec des éditeurs de logiciels, là-dessus, mais comment on fait en sorte que, les gars sur le terrain, ce soit fluide pour eux, ce soit simple, qu'ils aient pas des problèmes de connectivité, de connexion, de, d'identification de qui a fait, la ouais, qui a fait l'input et cetera. Tu vois, par exemple, je te prends un cas d'usage, aussi qui est intéressant, c'est la réception des matériaux sur le chantier. ouais. Aujourd'hui, on le sait, hein, sur les chantiers, il y a des trucs qui sont notés à la main, c'est rentré le Mmh mh, soir, mmh mh. dans le RP de l'entreprise, c'est pas toujours, fait, C'est pas en toujours à jour et tout. voilà, exactement, ça peut être fait en fin de semaine, et cetera et donc ça pose des questions de visibilité, de fiabilité des informations et cetera. L'intérêt d'avoir un hub tactile, c'est que tu as une interface que tu peux mettre au plus près du terrain, donc le gars, il fait sa réception de béton, il clique et il valide. Maintenant, la question c'est: «OK, mais comment tu sais qui a validé? Est-ce que, la Ouais, le personne du coup contrôle, quoi. s'engage?» Voilà, exactement. Donc tout ça, bah, c'est des questions qu'on se pose avec des éditeurs de logiciels. C'est passionnant parce que ça c'est encore une fois, on rentre de plus en plus dans l'usage pour faciliter la vie des gens sur le terrain. Ouais, donc au final, vous êtes, très, très, très proche du terrain, au quotidien, quoi. C'est des choses que vous voyez très souvent vos clients avec, le produit. C'est pas, on prend un hub, c'est utilisé, puis on fait un point, tous les mois, quoi. Vous faites, évoluer, continuellement, clairement ce produit via l'usage, quoi. Il y a rien d'autre. En fait, les enjeux, c'est l'usage. C'est tout. Exactement, Enfin, exactement après, il y a d'autres et enjeux économiques et autres, mais, bien sûr. l'enjeu principal pour que ça évolue, c'est l'usage, et puis le retour terrain, quoi. Ouais, exactement et là-dessus, tu vois, nous, effectivement, on passe notre vie sur le terrain. On passe notre vie à aller voir des chantiers, aller voir, on bosse beaucoup avec les centres de formation du BTP, que ce soit les lycées pro, les CFA du BTP et cetera. On est tout le temps dans les ateliers et tout à rencontrer les formateurs, les apprentis, et tout ça et c'est génial et c'est là où on comprend, l'intérêt de notre produit et de ce qu'on fait. Ouais, c'est clair, c'est là où tu vois le sens clair du produit,
En fait, c'est à partir du moment où c'est clair qu'il y a pas plus puissant qu'un retour utilisateur, tu vois? Tu es là, tu as ton chef de chantier qui t'explique que, bah, du coup, avec ton produit, en fait, ces gars, déjà, ils restent une demi heure de moins le matin pour la réunion, ils sont direct sur le chantier, ils sont productifs et du coup, ils ressortent plus tôt le soir, ils rentrent plus tôt chez eux et tout. Ça a peut-être amélioré leur qualité de vie ou quoi. Enfin, j'extrapole un peu, mais tu vois, ça peut aller jusque-là et puis c'est surtout après de se dire: «Ah ouais, mais tiens, est-ce que, tu penses que tu pourrais, voir pour, ce genre de cas?» Et puis après du coup, c'est des cas, vu que toi tu es pas forcément du secteur, bah, tu y aurais pas pensé et du coup c'est là où elle est la vraie force en fait, d'un produit qui évolue. Exactement et pour n'importe quel produit, c'est vrai, tant que tu es pas dans le métier au quotidien, tu comprends pas vraiment les cas d'usage et tu réponds à des espèces de constructions mentales du besoin. Alors que si tu passes du temps avec les utilisateurs, même eux, tu les aides à exprimer quel est réellement leur besoin. Est-ce que c'est Ouais. gagner du temps? Est-ce que c'est d'accéder à l'information et cetera? Mmh mh. Tu sais, le truc hyper connu là-dessus, c'est le coup du clavier, pour le premier iPhone par rapport au clavier physique, BlackBerry. Ouais. On disait, ouais, le besoin des utilisateurs, c'est d'avoir un clavier, physique avec des touches parce que comme ça, ils tapent vite. Et Apple a dit: «Non, le besoin, c'est d'avoir un clavier qui marche, et Ouais. d'un clavier qui fonctionne bien». Donc ils ont fait un clavier tactile qui marchait mieux que les autres. Bref, voilà, Ouais, c'est clair, ouais. petite digression. Ouais, ben, non, mais c'est très parlant en même temps. C'est clairement, un bon cas d'usage. Écoute Paul, il va me rester une dernière question puisqu'on arrive, sur la fin de l'épisode. C'est la question un peu reco. Si je te pose la question: qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP sur le média? Est-ce que tu as une idée de personne qui pourrait réveiller le BTP dans ton entourage? Ouais, j'ai 2 personnes en tête. Il OK, y a Olivier Séni, du WinLab, du 3CA BTP et l'autre, OK, c'est aussi, dans la formation et lié, au 3CA, mais c'est, sur, la région Grand Est, le CFA BTP Grand Est, c'est Arnaud Gouilly-Fortin, qui est en OK. charge de toute l'innovation pédagogique, de toutes les méthodes et cetera pour la région Grand Est et ils ont tous les 2 une super vision à la fois du secteur, des innovations, de l'apprentissage, de la formation. Parce que, je crois on en a déjà parlé ensemble, mais c'est un énorme sujet, Ouais, c'est clair. recruter des talents pour le secteur et les 2 ils sont trop cool donc hésite pas à les inviter de ma part. Ouais, c'est clair, c'est une très belle reco, Paul, parce que du coup, la formation et puis l'accès aussi, l'accès au secteur pour les plus jeunes, les vocations et autres, c'est des sujets qu'il faut vraiment évoquer et qu'il faut déblayer parce qu'il y a un gros manque actuellement de main-d'œuvre sur le secteur et c'est à la fois dû, bah, au fait qu'il y a énormément de boulot, mais c'est aussi à la fois dû au fait qu'il y a de moins en moins enfin, pas de moins en moins, mais qu'il y a moins de candidats pour la charge de travail parce que du coup, les orientations sont peut-être pas les bonnes aux prémices et écoute, ce sera avec plaisir d'en parler avec eux. Paul, c'était un plaisir de t'avoir encore une fois ce matin, pour réveiller le BTP et j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Yes, merci Nicolas. On se retrouve très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description. Et pour nous soutenir, partage le podcast autour de toi, sur ton chantier ou à tes collègues. Tu peux aussi laisser un avis sur les différentes plateformes. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP.